Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors une vidéo un petit peu spéciale, enfin pas vraiment mais un petit peu. En fait après la vidéo on apprend en jouant, les gens ont aimé. Et en fait ce qui s'est passé c'est qu'on m'a souvent demandé de faire une vidéo en jouant à plusieurs personnages. Comme si vous jouez en groupe. Pourquoi? Bah, tout simplement parce que c'est vrai que les règles elles sont un petit peu différentes quand on joue en groupe alors que quand on joue en solo c'est plus simple. Surtout pour les actions de journée. Donc ce que j'ai fait, c'est que on va faire une deuxième partie de On apprend en jouant, à la suite de la première partie, qui cette fois sera On apprend en jouant en multi. Par contre, je ne vais pas réexpliquer évidemment ce que j'ai expliqué dans la vidéo, hein. Le but ce n'est pas de faire doublon. Donc tout ce qui est mise en place, les decks de personnages, tout ça, je ne vais pas réexpliquer. La mise en place évidemment de la map, ça je ne vais pas réexpliquer. Évidemment là, le menhir, ça c'est écrit dans le livre de règles, il n'y a pas de souci. J'ai mis en place les deux personnages que vous allez jouer pour cette vidéo, pour expliquer en fait. Donc j'ai décidé de prendre Arev et j'ai décidé de prendre Larve. Le but de la vidéo, ce n'est pas évidemment de spoiler, hein, on reste toujours dans le contexte, on apprend en jouant sans spoiler. Donc le but de la vidéo, c'est de faire un tour de jeu complet en jouant avec les deux personnages. Je vais essayer de faire un maximum d'interactions avec les deux personnages pour que vous puissiez voir tout ce que l'on peut faire à plusieurs, chose qu'on ne peut pas faire en multi, par exemple. Sans évidemment créer de spoiler, c'est le principe. C'est parce que pour ceux qui veulent du spoiler, ils peuvent suivre directement ma campagne solo que vous retrouverez sur les vidéos de la chaîne. Alors on me pose aussi souvent cette question, donc j'en profite pour répondre. On me dit souvent, oui, à ton avis, est-ce que tu penses que si on regarde les vidéos, on va se spoiler? Alors, en vrai, il y a beaucoup de choses dans le jeu, à part le chapitre 1 où effectivement c'est un peu chiant de se spoiler le chapitre 1, mais sinon, en toute honnêteté, il y a tellement de variables dans le jeu que ça devient presque anecdotique de se faire spoiler. Et oui, parce que on peut pas tout faire dans le jeu, c'est pas possible. Et une campagne, c'est à peu près, bon, il nous annonçait 30 heures, mais en toute honnêteté, moi je suis à bien plus, évidemment, parce que je filme, donc c'est beaucoup plus long. Mais si vous finissez votre campagne en 40-50 heures, c'est déjà bien. Est-ce que les gens vont vouloir rejouer après 40-50 heures? Je suis pas sûr. Donc le fait de dire, ouais, je vais pas me spoiler, effectivement, c'est vrai, mais en toute honnêteté, je suis même pas sûr qu'il y ait des gens. Je suis sûr qu'il y a des gens qui vont pas finir la campagne déjà. Et pour ceux qui vont la finir, je suis même pas sûr qu'ils recommencent une partie. Donc en fin de compte, il n'y a pas vraiment de spoil. Et en plus de ça, c'est qu'il y aura tellement ce laps de temps entre le moment où ils regardent la vidéo et le moment où ils vont peut-être refaire une partie qu'ils vont oublier. Ils vont oublier. Moi par exemple, là je suis au chapitre 6 dans ma campagne solo. Si vous me parlez du chapitre 4, j'ai déjà oublié. J'ai oublié, alors qu'il n'y a pas si longtemps que ça va faire quoi, une semaine? J'ai déjà oublié, je me rappelle plus trop. Vous voyez? Donc l'histoire je me rappelle évidemment, mais tous les choix, les machins, les lieux, j'ai déjà oublié. Donc voilà, c'est juste pour dire que le spoil est vraiment quand même. Enfin, je pense que vous pouvez. Au début, je pensais comme vous, hein, qu'on pouvait pas regarder, mais franchement, après avoir joué et vu l'étendue du jeu, il y a tellement de choses à faire, tellement de possibilités, hein, que clairement, je pense que vous pouvez y aller les yeux fermés, il n'y aura pas de problème. Mais ça, c'est un choix personnel que, évidemment, je respecte. C'était juste donner mon petit point de vue, j'en profitais pour donner mon petit point de vue. Donc là, on va se retrouver donc sur la partie donc en multi. Donc j'ai mis évidemment les deux personnages avec le menhir sur 7. Alors j'aurais pu très bien utiliser 3 personnages, hein, c'est exactement la même chose, ou 4 personnages, c'est exactement la même chose. Mais j'ai décidé de 2 personnages. Alors pourquoi 2 personnages? En fait, tout simplement parce que mon troisième personnage que vous voyez au fond, c'est ma campagne solo justement de la chaîne. Donc j'allais pas pouvoir l'utiliser. Et l'autre personnage, je l'utilise également pour une autre campagne en parallèle. Donc vous voyez que ça allait être compliqué, donc c'est pour ça que j'ai préféré faire 2 personnages. Mais ça change strictement rien aux règles, hein, qu'on soit 2 ou 3, c'est pareil. Donc en fait, donc là le but, voilà, c'est on va directement faire la partie. Donc je fais pas la mise en place, c'est-à-dire du chapitre. Ça on l'a vu dans la vidéo précédente. Donc si je vous invite à retourner dans la vidéo précédente si vous voulez revoir la mise en place. Et puis voilà. Donc là, au début, on a trouvé notre quête, hein, chapitre 1, on a trouvé notre quête. On doit faire notre quête, hein, on doit trouver le rite du rituel ou je sais pas quoi. Enfin bref. Donc ça, il n'y a pas de spoiler, hein, c'est la première quête du jeu, donc il n'y a pas de spoiler. Donc ensuite, il faut évidemment mettre
La mise en place des 2 personnages, donc ça, je l'ai fait un peu en amont, sans rentrer dans les détails, hein, comme sinon il faut aller voir l'autre vidéo. Donc je mets juste les points de vie. Voilà. L'énergie. Et hop là, l'énergie. Et voilà. Je vais pas non plus donner je vais pas lire les lettres de chaque personnage et je ne vais pas donner le fluff de chaque personnage. Parce que le but, comme je vous dis, n'est pas vraiment c'est pas une campagne, c'est juste, voilà, on essaye d'apprendre, simplement. Je ne vais pas non plus vous dévoiler tous les secrets de tous les personnages, à vous de les découvrir, c'est plus rigolo. Donc en fait, on va commencer à l'aube, on va commencer un tour de jeu normal à plusieurs personnages. On va commencer donc à l'aube, évidemment, on retire tous les piontants de tous les lieux, bon là il n'y en a pas. Ensuite on réduit les cadrans des menhirs, donc on va passer à 6. Et on va révéler la prochaine carte événement, voilà. Ah oui, petit aparté, excusez-moi, j'ai fait gaffe, dans ma première vidéo on apprend en jouant, je sais pas pourquoi j'ai eu la manie de faire des booms à tout bout de champ, alors que c'est pas dans mon habitude, je dis jamais ce mot là, donc déjà veuillez m'excuser par rapport à ça, je sais pas pourquoi, j'ai dit boom tout le temps. Oui, c'est vrai que c'est bizarre, on le retrouve jamais dans d'autres vidéos. Ouais, je sais pas. Bon, veuillez m'excuser quand même par rapport à ça. Donc on va tirer une carte événement. On a eu un événement Assaut Nocturne, évidemment c'est un événement un peu spécial, on va peut-être pas le prendre pour la vidéo. Parce qu'il nous demande en fait de faire une rencontre. Ah, quoique. Si, on va le prendre pour la vidéo, mais on va pas lire ce qui est écrit dessus, on s'en fout. Il nous demande de faire une rencontre, voilà, tout simplement. Et il nous demande de faire une rencontre. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre donc notre première rencontre verte qu'on fait dans le tutoriel, comme ça il n'y aura pas de spoil. Même si c'est écrit sur l'événement qu'on fait une rencontre grise, on s'en fout. Le but c'est d'apprendre à jouer. Donc on va prendre la rencontre verte pour pouvoir faire la rencontre. Et il est dit qu'on doit faire la rencontre à plusieurs. Donc justement ça tombe bien, comme ça on va pouvoir regarder un petit peu qu'est-ce qui se passe ou comment ça se joue à plusieurs pour les combats. Déjà quand on commence à faire une rencontre combat, la première chose à faire, évidemment, c'est de piocher la rencontre combat, de vérifier les traits du monstre. Bon, là, il n'y en a pas. Ça pourrait être ici, par exemple, ça serait marqué opportuniste, ça serait marqué rapide, vous voyez. Donc là, il n'en a pas. Ensuite, chaque joueur va devoir piocher dans son deck un nombre de cartes égal à 3. Donc ça c'est le deck d'Arev. Donc je vais lui piocher ces 3 cartes. Voilà. Et au-dessus, c'est le deck de l'arbre. Je vais lui piocher ces 3 cartes. 1, 2, 3. Ok. Je vais faire comme ça pour pas m'emmêler les pinceaux avec tous ces decks. Je vais prendre la petite carte combat. Voilà. Une fois qu'on a du coup pioché les cartes des personnages, chaque personnage dans son coin va élaborer une certaine stratégie. Hein. Par exemple, Arev, voilà, il va dire, bah voilà, écoute, larve, moi je peux mettre 3 points de vie, par exemple, au monstre. Et puis derrière, tu auras certainement une clé x2 en bas, voyez. Donc toute la communication par rapport à votre collègue quand vous jouez à plusieurs est autorisée. Il n'y a pas de, il y a rien qui est écrit par rapport à ça dans les règles. C'est-à-dire que vous pouvez même montrer les cartes à votre ami en disant ah, tiens regarde je vais faire une attaque, est-ce que ça t'arrangerait toi derrière d'avoir cette clé là? Parce qu'il faut comprendre en fait dans ce jeu là, quand on joue à plusieurs par rapport au solo, c'est que toute la séquence de combat va être utilisée aussi par notre coéquipier. Et ça, c'est ça qui est très fort d'ailleurs. Donc c'est pour ça que c'est important de bien parler, pour bien se mettre d'accord sur les clés, pour pas bloquer le copain en fait. Si par exemple je joue une carte qui bloque le copain parce qu'il n'a pas forcément les statistiques, donc par exemple je prends par exemple attaque, vous voyez il y a double clé ours en haut, donc c'est de l'agression. Si par exemple je joue cette carte là, je sais qu'après mon collègue ne pourra pas utiliser les doubles ours, les doubles agressions, parce que lui en termes de statistiques, il n'a pas 2 points, il en a qu'un, vous voyez. Donc bien faire attention à pas non plus bloquer votre copain, donc bien vous mettre d'accord par rapport à ça. Donc voilà, la stratégie va prendre tout son sens à ce moment-là de la partie, et c'est là que ça devient beaucoup plus intéressant de jouer à plusieurs personnages ou au multi, chose qu'on n'a pas en solo évidemment. Donc en fait,
Quand vous avez choisi vos cartes, après vous allez devoir choisir qui veut commencer, à jouer en premier. C'est ce qu'on appelle le choix du personnage, tout simplement. Quand vous avez décidé qui va jouer en premier, on va lui donner un petit pionton sur sa fiche de personnage pour indiquer que il a joué, tout simplement. Je sais pas, alors là, j'ai pas regardé les decks, je sais pas du tout ce qu'ils font. Le but n'est pas de one-shot le rat, donc je sais pas moi, par exemple, on va dire que c'est Larve qui joue en premier. Donc je prends un pionton et Larve s'active. Donc on active Larve. Donc après, ça devient comme un jeu solo. Larve va pouvoir jouer une carte gratuitement, hein, pas besoin de relier. Sur la première carte, pas besoin de relier une clé, hein, peu importe. Et puis il va jouer... lui, il fait un petit peu de magie. Et il va jouer. Alors je fais n'importe quoi, c'est juste pour vous montrer. Hein. Donc il va jouer trouver sa faiblesse. Ok. Voilà, donc première carte. Ce qui lui permet de piocher une carte, ici en bas. D'accord. Donc boum, je pioche une carte, combat. Ensuite, on met un pionton sur la carte. Maintenant, s'il veut jouer d'autres cartes, il va falloir qu'il mette une clé combo, obligatoirement. S'il n'a pas de clé combo, il ne pourra pas jouer une carte supplémentaire durant son tour. Par exemple, si c'est là, il y a une clé combo, là, il y a une clé combo. Donc là, il peut jouer toutes les cartes. Donc très important ça. Hein. Très important. La première carte jouée, on n'a pas besoin de clé qu'elle soit reliée. Donc vous pouvez jouer n'importe quelle carte que vous voulez. Par contre, quand vous voulez jouer après une deuxième carte clé, il faut obligatoirement qu'il y ait le symbole combo qui est relié. Il faut qu'il soit relié, il ne faut pas qu'il soit juste visible. Exemple, si par exemple je joue défense, on voit bien, non on voit pas bien, si par exemple je joue défense par-dessus, on voit bien que pour relier la clé combo, il me faut double serpent. Donc il me faut 2 points de caractéristiques en serpent pour que cette clé soit active. Or, Larve, il n'a 0 en serpent. Donc cette clé-là ne peut pas être active. Donc s'il joue juste cette carte comme ça, elle n'est pas validée, puisque la clé n'est pas valide. Il faudrait qu'il joue la carte comme ça en dépensant un point de magie, parce que je vous rappelle que le bleu, c'est un point de magie. Et là, du coup, ça serait validé. Vous voyez? Voilà, c'était juste pour donner un exemple. Aussi, on m'a souvent demandé comment on joue les cartes, c'est-à-dire comment lire les cartes. C'est vrai que c'est pas bête hein, comme question. Comment on lit les cartes? Tout simple, quand on joue une carte, on lit, donc ça c'est pas moi qui l'invente, c'est écrit dans la FAQ officielle du jeu. On lit les cartes de haut en bas. Et après, une fois qu'on a lu la carte de haut en bas au niveau des clés, on lit la capacité de la carte. Toujours dans ce sens-là. Donc si par exemple je joue défense, je vais lire la carte de haut en bas par rapport aux dégâts ou ce que vous voulez, par rapport aux clés. Et après, on lira ce que fait la carte. Voilà, c'est toujours comme ça qu'on joue. Donc là, en tout cas, dans tous les cas, j'ai joué trouver sa faiblesse. Ensuite, Larve va décider de jouer... Ouais, il va jouer ça. Il va décider de jouer attaque puissante. Mais le problème, c'est qu'il ne peut pas jouer attaque puissante. Pourquoi? Parce que la clé combo qui relie attaque puissante, elle est par rapport au double serpent. Et lui, il n'a pas double serpent. Donc en fait, ça ne fonctionne pas. Donc il ne peut pas jouer attaque prudente. Il aurait fallu qu'il la joue avant. Mais avant, il ne l'avait pas pioché. Donc il ne pouvait pas. Là, il va plutôt jouer défense. Voilà. Donc, du coup, on enlève le pionton pour recouvrir la carte. À chaque fois qu'on recouvre une carte, la capacité de la carte ne fonctionne plus. Par contre, si on la découvre, la capacité de la carte refonctionne, mais pas toute. Attention, il n'y a que l'attaque de l'ennemi qui va fonctionner. Le pionton ne fonctionnera pas. D'accord? Donc si par exemple, je recouvre défense avec défense, ce qui fait que la capacité de la carte trouver la faiblesse ne fonctionne plus puisqu'elle est recouverte. C'est-à-dire que l'ennemi va infliger plus un point de blessure. Ok? Donc là, si je le recouvre, ça ne fonctionnera plus. Par contre, s'il y a un effet de jeu qui me dit à un moment donné que je dois défausser la dernière carte de la séquence, donc par exemple défense, mais si je la défausse, la capacité ennemie redevient active, mais pas celle-là. Celle-là, c'est fini. Une fois qu'on l'a recouverte, on ne peut pas la réactiver. D'accord? Il n'y a que les capacités ennemies qu'une fois qu'on découvre, ça fonctionne. Dans le jeu, il existe pas énormément de capacités. Et il existe donc la capacité ennemie, donc l'attaque ou la réponse de l'ennemi. Hein. Donc la différence, c'est donc l'attaque, c'est pour les combats, la réponse, c'est pour
la diplomatie. Donc quand c'est recouvert, évidemment c'est pas actif. Par contre, si c'est découvert, c'est actif. Ce symbole-là, c'est le déclenchement quand on place la carte. Donc ça se déclenche dès qu'on place la carte. Après les clés, hein, toujours après les clés. Par contre, une fois que c'est recouvert, évidemment, on peut plus redéclencher. Hein. Si par exemple là, j'avais un déclenchement sur la carte, hop, je joue, je déclenche la carte, donc je gagne une pièce, je dis une connerie. Je la recouvre, je la découvre, je regagne pas la pièce. Hein. Évidemment que non. C'est qu'au moment où on la joue. Ensuite, on a, c'est tout. Par rapport au symbole spécial, au moment où on peut jouer des cartes, il n'y en a que 3. J'en vois pas d'autres. Le reste, c'est sur les clés ou autres. Donc voilà à peu près les symboles possibles quand on joue. Donc là, l'arve décide de jouer défense. Jusque là, tout va bien. Et il décide de recouvrir défense. Non, j'ai fait l'inverse. J'ai joué d'abord trouver sa faiblesse, parce que j'ai pioché une carte. Et après, il décide de jouer défense. Pour pouvoir activer la clé bonus de défense, et pour pouvoir jouer la carte, hein, il va falloir qu'il paye 1 de magie, obligatoirement. Donc lui, il va pouvoir payer 1 de magie. Mais attention, si jamais il n'avait pas de magie, son collègue pouvait dépenser de la magie à sa place. Et oui, ça c'est le pouvoir, c'est un gros point quand on joue en multi. Un joueur peut dépenser de la magie pour un autre joueur quand on est en combat. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là par exemple, l'Arve pourrait dire bah attends, je veux garder ma magie, est-ce que tu veux pas dépenser pour moi s'il te plaît la magie? Donc Arève pourrait dépenser 1 point de magie pour mettre sur défense de l'Arve. Vous voyez? Donc bien faire attention à ça. Les joueurs peuvent dépenser dans les actions, généralement, les joueurs peuvent payer ou dépenser des ressources pour les collègues quand ils font une action groupée ou quand ils font un combat. Attention cependant, en combat, on ne peut pas dépenser de la nourriture et de la richesse ou des points de vie à la place d'un autre, c'est seulement la magie. Alors tout ça évidemment, c'est pas écrit dans les livres de règles, il faut regarder évidemment dans la FAQ officielle pour avoir toutes ces réponses là. Ok, donc il faut bien faire attention à cette petite nuance. En groupe, alors je vais bien expliquer correctement, en groupe, à tout moment, vous pouvez échanger de la nourriture, de la richesse, à tout moment, du moment que vous n'êtes pas dans une rencontre. D'accord ? Quand vous êtes dans une rencontre, vous ne pouvez pas échanger de nourriture ou de richesse. Réputation, expérience, on ne peut pas échanger. Hein. Voilà, donc c'est facile. Donc il n'y a que nourriture et richesse qu'on peut échanger et les objets. Voilà. Donc ça, vous pouvez les échanger à tout moment quand vous n'êtes pas dans une rencontre. D'accord ? Bien, par contre, quand on est dans une rencontre, comme là on est dans une rencontre, vous pouvez payer pour vos amis la magie à la place des autres et l'énergie à la place des autres. Donc ça, c'est super important à bien se rappeler parce que ça peut être super utile. Si par exemple lui, il se retrouverait, je sais pas moi, il veut pas perdre d'énergie mais il veut fuir le combat, eh ben il peut fuir le combat, mais ce serait Aref qui peut payer à sa place. Il y a le droit. Donc bien faire attention à ça. On peut s'échanger à tout moment, sauf pendant une rencontre, la nourriture, la richesse, les objets. Par contre, pendant une rencontre, on peut payer à la place de quelqu'un de la magie ou de l'énergie, mais évidemment, on ne peut pas échanger pendant la rencontre. Hein. Nourriture et richesse, on ne peut pas échanger pendant la rencontre. C'est juste on peut payer la magie et l'énergie à la place de quelqu'un. Donc voilà la petite première règle qui change un petit peu quand on est en multi, qui est un petit peu difficile à comprendre au début. C'est exactement ça, ok? Donc bien faire attention. Donc là, l'Arve a joué défense et donc il a demandé à Aref de payer la magie. Donc il paye la magie, voilà tout simplement. Du coup, l'Arve maintenant décide de mettre fin à son tour. Comme d'ailleurs on n'a pas mis de piontan, on met un piontan évidemment sur la carte, comme indiqué ici. Comme il a mis fin à son tour, maintenant ça va être au monstre de jouer, à l'étape 3. D'accord? Il n'a pas d'attaque d'opportunité puisqu'il a joué des cartes. On se souvient, si on joue 0 cartes pendant notre tour, le monstre nous fait une attaque d'opportunité. Dans ce cas-là, le monstre s'enfuit. Voilà. Donc là, c'est au monstre de jouer. Le monstre, on se souvient par rapport au potentiel de combat. Donc en fait, le potentiel de combat, il est ici, c'est 4. On va dire que c'est les points de vie du monstre. Il faut arriver à mettre autant
de potentiel de combat, donc de points de vie, à gauche de la carte, ici, potentiel de combat, pour arriver à le tuer. Pour l'instant, il y a 0. Comme il y a 0, l'attaque de l'ennemi va être 0. Il fait 1 point de dégâts à l'arve. Mais, attention, comme défense est posée, on peut voir sur défense qu'au moment où l'ennemi attaque, l'arve va annuler 2 dégâts puisque il a posé justement une défense. Donc là, en fin de compte, l'arve va prendre 0 dégâts puisque la vermine fait 1 point de dégâts et lui, il fait 2 points de défense. Donc là, maintenant que le rat a joué, fin du tour de l'arve. Et donc là, on retourne au niveau du choix du personnage actif. Voilà. Donc là, il y a eu l'activation de l'arve. Et là, on passe pas à la fin de tour. Là, on retourne au choix du personnage actif. Pourquoi? Parce que tous les personnages n'ont pas joué. La fin de tour se fera seulement quand tous les personnages auront joué, que ça, vous soyez 2, 3 ou 4, c'est pareil. Donc là, comme Arev n'a pas joué, puisqu'il n'a pas de pion-temps sur lui, eh ben, évidemment, c'est à lui de jouer. S'il y avait eu un troisième personnage, et on aurait pu décider qui joue en premier entre Arev et l'autre personnage. Donc là, évidemment, c'est Arev de jouer. Donc Arev s'active puisqu'il n'a pas de pion-temps. Comme il s'active, on met un pion-temps sur sa fiche pour dire, bah voilà, je suis activé ce tour-là. Parce que sinon, surtout quand on joue en solo, quand on joue pas en solo encore, on s'en rappelle, on sait que oui, j'ai joué. Mais quand on joue en solo, on ne sait plus trop. Donc je vous conseille de mettre un pion-temps comme indiqué dans les règles. Donc Arev s'active. Comme il s'active, la première chose à faire dans la phase d'activation, c'est de faire les capacités différées. Et là, il y a une capacité différée, puisque grâce à l'arve, il a posé une défense qui a indiqué une capacité différée qui était de piocher une carte. Donc du coup, c'est l'arve qui a posé la carte, mais c'est Arev qui va bénéficier de son effet. Vous voyez? Donc ça, tout vient là par rapport à la stratégie de groupe. Donc là, Arev, il défausse le pion-temps de la carte défense, ce qui lui permet de piocher une carte. Et voilà, il pioche une carte, vous voyez? Parce que ça se joue comme ça, quoi, tout simplement. Donc c'est la stratégie qui est mise en place. Donc là, évidemment, je pourrais le one shot. Est-ce qu'on veut faire ça? Qu'est-ce que je pourrais vous montrer? Ah oui, je sais ce que je vais vous. Oui, je sais ce que je vais vous montrer, mais il faut que je pioche des cartes dans son deck. Évidemment, hein, c'est. Voilà, je vais vous montrer ça. Non, pas ça. Je vais vous montrer. Il a que ça? Ah mince, il a que ça. C'est dommage. Tant pis. En fait, je voulais vous montrer une capacité passive. Une capacité passive, en fait, c'est une carte comme ça. La différence à une carte normale, c'est qu'une carte normale, les clés sont à gauche, ce qui fait qu'on va la recouvrir. Hein. Hop, je vais la recouvrir, vous voyez. Alors qu'une capacité active, une capacité passive, pardon, c'est une carte où on a les clés qui se retrouvent à droite. Ce qui fait qu'on va jamais recouvrir la carte puisqu'on va la jouer à droite comme ça. Ce qui fait que la capacité sera toujours active. Tout le temps. Et là, par exemple, on imagine que Arev a cette carte-là. Donc lui, c'est à lui de jouer. Hein. Donc première carte, il peut jouer n'importe quelle carte. Même s'il n'y a aucune clé qui est connectée. Il n'y a pas de problème. Il va jouer planification prudente, du coup. Et là, ça lui dit quoi? Ça lui dit que avec un serpent, il pioche une carte. Donc là, hop, il pioche une carte. Ok? Je pioche pas, ça fout, j'en ai déjà pas mal. Ensuite, ça lui dit que quand il pose la carte, il perd 1 d'énergie. Chaque membre du groupe pioche une carte supplémentaire lors de son étape de pioche. Donc clairement, cette carte, elle est assez forte. Donc là, du coup, quand il pose la carte là, il doit perdre 1 d'énergie. Mais là, il dit, ah bah attends, Larve, est-ce que tu peux payer pour moi? Parce que je t'ai quand même dépensé, moi j'ai dépensé de la magie pour toi, j'aimerais bien que tu dépenses de l'énergie. Et là, Larve, il dit, ouais, ok, pas de problème. Donc Larve paye l'énergie pour Arev, il a le droit. Je vous ai dit, la magie et l'énergie peuvent être payées par d'autres. Donc là, Larve paye l'énergie pour son collègue. Si jamais la carte nous disait de payer une nourriture, évidemment, c'est obligé que ce soit Arev qui le fasse. Larve ne peut pas payer pour lui. Hein. Ok. Bon, on imagine, voilà, il a fait ça. Du coup, c'est une capacité passive, hein, ce qui fait que maintenant, on a une planification et à chaque fois, à la fin de tour, on va pouvoir piocher une carte. Derrière, il va jouer...
Là, si je joue ça, il meurt. Bon, bah, tant pis, hein. C'est pas grave. Derrière, il va jouer donc attaque surprise. Donc attaque surprise, ça lui connecte la clé tortue, ça fait un cube. Donc on met un cube au potentiel de combat. La clé serpent, ça fait un cube. Et double clé en bas, ça fait 2 cubes. Si jamais, et après il pioche une carte. Si jamais il voulait activer la magie alors qu'il n'en a pas, il pouvait très bien demander à Rêve, est-ce que tu peux payer un magie pour moi? Ok, je paye. Hop, ça ferait un cube de plus. Bon là, il n'y a pas besoin puisqu'il a 4, mais c'était juste pour dire l'exemple. D'accord? Et donc après, il pioche une carte. Donc après, il pioche une carte. Donc là, on arrive au potentiel de combat au maximum. Donc là, il pourrait très bien finir son tour. Et voilà. Donc on imagine, il finit son tour. Ce qui fait qu'il vérifie le potentiel du combat. Le potentiel de combat, il est égal ou supérieur à la valeur, donc c'est-à-dire 4. Et donc là, l'ennemi est terrassé. Et fin de la rencontre. Si jamais il ne l'avait pas tué, il avait joué juste planification et qui termine son tour. Voilà. Donc il termine son tour là. Donc réponse de l'adversaire, entre 0 et 2 cubes, donc là on est à 0, il lui ferait un point de dégâts. Ok, donc là, boum, il prend, ah, le boom, vous voyez, je viens de le redire, le boom là. Il prend un point de dégâts. D'accord? Jusque là, tout va bien. Il a pris un point de dégâts. Maintenant, vu que à l'étape de vérification de disponibilité, étape 4, là on a fait l'attaque de l'ennemi, là on passe à l'étape 4, tout le monde a joué. Ce qui fait que maintenant que tout le monde a joué, on va passer à la fin de tour. Voilà. Chaque membre du groupe défausse ses surplus de cartes. Donc là, il y a surplus de cartes, donc je défausse mes cartes puisqu'il faut avoir que 3 cartes. Chaque membre du groupe, du coup, après, va piocher une carte combat. Mais là, grâce à la planification, c'est pas une carte, mais c'est 2 cartes que chaque membre va piocher. Donc Arève a pioché et Larve va piocher également 2 cartes grâce à planification prudente. Et ensuite, on pourra retourner, on défausse également les pions-temps de tous les personnages. Et ensuite, on retourne à l'étape 1 pour un nouveau tour, choix du personnage actif. Et donc là, on choisit qui va commencer. C'est-à-dire qu'on peut choisir qui va commencer à chaque tour. C'est-à-dire que là, sur le premier tour, c'est Larve qui a commencé. Mais sur le deuxième tour, ça peut être Arève qui commence. C'est au choix des joueurs. Donc Arève, il dit, bah attends Larve, laisse, je m'en occupe. C'est moi le guerrier. Allez, pousse-toi. Vous voyez? Et donc du coup, il commence à jouer en premier. Et il va jouer... coup final ou pas? Il va jouer coup final, première carte. Du coup, on lit la carte de haut en bas. Du coup, donc là, il n'y a pas de clé reliée. Là, la clé bonus, on s'en fout. La clé magique, là, il pourrait dire, ah bah tiens, Larve, est-ce que tu peux me donner une magie, s'il te plaît? Oh, t'es chiant, à rêve. Bon, ok, allez, je te donne une magie. Hop, il lui donne une magie. Du coup, il active un cube. Et derrière, en dessous, donc 2 fois un cube rouge. Donc du coup, il met encore 2 cubes au monstre. Attention, il y a un effet actif. S'il arrêterait son tour là, au moment où le monstre joue, le monstre va perdre 2 cubes et en plus, il va infliger une blessure en plus à Arève. Donc Arève, il faut absolument qu'il arrive à recouvrir cette carte-là, sinon il perdrait des cubes et il prendrait des dégâts. Il pourrait très bien jouer cette carte-là, mais le problème, en fait, comme c'est un coup final, derrière, il n'y a aucune clé bien en fait pour le collègue. Donc s'il arrête son tour là, il met très mal Larve parce que Larve, il va pouvoir rien faire par rapport à ses cartes. Vous voyez. Qu'est-ce qu'il pourrait faire d'autre? En même temps, il peut rien jouer d'autre. Par rapport à ses cartes, il peut rien jouer d'autre. Pourquoi? Parce que celle-là n'a pas de clé bonus, il peut pas la jouer. Repositionnement, elle a une clé bonus, mais comme elle est bloquée en bas par coup final, il peut pas la jouer. Vous voyez? Ignorer la douleur, il ne peut pas jouer parce que toutes les clés bonus qui sont indiquées ne peuvent pas être connectées. En fait, il ne peut jouer aucune carte après coup final. C'est bien pour ça qu'elle s'appelle coup final. C'est que si vous tuez votre adversaire, ok, ça fait très mal. Par contre, si vous ne le tuez pas, ben vous êtes dans la panade puisque la réaction du monstre
ben, ça va être le monstre. Donc là, il va dire, bah voilà, ben, là c'était Arève qui joue. Donc là, bah, j'arrête mon tour, je finis mon tour. Donc Arève, évidemment, on a mis un pion temps. Donc il finit son tour, donc réaction, enfin attaque de l'ennemi. Donc 3 cubes, l'attaque de l'ennemi, il dit perdez un cube. Mais du coup, c'est augmenté avec la réaction coup final. Donc en fait, ils perdent pas un cube, mais ils perdent 3 cubes. Donc ils perdent 3 cubes. Et en plus, le monstre fait une attaque. Et donc là, il perdrait encore un point de vie. Fin du tour de Arève. On retourne au choix de personnage. Comme Arève a déjà joué, c'est obligatoirement Larve qui va jouer, ou un autre si évidemment vous jouez à plus. Et là, Larve, sa première carte qu'il va jouer, il sait que sa première carte, elle lui est pas utile, parce qu'il n'y a aucune clé qui peut comboter avec ce qu'a fait Arève. Donc là, c'est pas forcément super bien joué de la part de Arève. Donc lui, ce qu'il veut faire, sa première carte, il va jouer repositionnement, ce qui va lui permettre, comme c'est sa première carte, il n'a pas besoin d'avoir de clé active. Voilà. Là, il n'y a aucune clé qui est connectée, mais comme c'est sa première carte, il a le droit de le faire. D'accord? Donc là, il joue repositionnement pour qu'il débloque. En fait, comme ça lui permettra de débloquer toutes les clés derrière. C'est un repositionnement, quoi, tout simplement. Et derrière, il va décider de jouer attaque prudente. Hop là, attaque prudente. Donc du coup, il active. Ah bah non, il peut pas. Il peut pas attaque prudente parce que la clé bonus du serpent, il ne l'a pas. Il n'a pas de caractéristique en serpent, il a 0. Donc il peut pas activer la clé bonus serpent puisqu'il n'a pas de caractéristique. Donc celle-là, il ne peut pas la jouer. Celle-là, il pourrait la jouer, mais il ferait pas de cube puisque c'est la clé serpent et qu'il n'a pas de caractéristique en serpent. Donc en fait, c'est juste qu'il ferait ça. Si l'ennemi inflige des dégâts, perd le même nombre de cubes à la place. Voilà, c'est une distraction en gros. Et il pourrait rassembler ses pensées. En payant 1 de magie pour activer la clé bonus. Parce que la clé serpent, il n'a pas de caractéristique, donc il peut pas. Vous voyez? Donc voilà comment ça se joue une rencontre combat. On va pas aller jusqu'au bout, parce qu'on a fait n'importe quoi, c'était juste pour montrer. Voilà comment se joue une rencontre. À la fin du combat, quand l'ennemi est mort, je remets la magie pour montrer après. Donc quand l'ennemi est mort, comme tout à l'heure quand Arève avait joué sa carte combat, on n'oublie pas de rendre les cartes à chaque joueur en se repérant à la couleur. Ou si vous avez des sleeves de couleurs différentes, ça peut aider en fait. C'est une petite astuce. Donc là, le marron, on n'oublie pas la lettre marron. Hein. Le marron, c'est Larve. Donc hop, Larve reprend sa carte. Là, c'est gris, donc c'est Arève. On reprend toutes les cartes de tous les joueurs. Évidemment, il ne faut pas mélanger. Donc là, il y a 2 marrons. Hop, voilà. C'est pour ça que le fait d'avoir 2 sleeves de couleurs différentes permet de gagner un petit peu de temps, entre guillemets. Toutes les cartes donc sont remises dans le deck qui seront remélangées pour un prochain combat. D'accord? Du coup, on regarde le butin de l'ennemi. Le butin est toujours partagé par tous les membres du groupe. Il existe 2 gains différents dans le jeu. Je ne parle pas par rapport au livre, hein. Je parle bien par rapport à une rencontre. Pas par rapport au livre, rien à voir le livre, je parle bien par rapport à une rencontre. Par rapport à une rencontre, il y a la première récompense qui s'appelle récompense. Quand c'est écrit récompense, tous les membres du groupe ont le droit à cette récompense. Tous les membres du groupe qui ont participé, évidemment, à la rencontre. Parce qu'on peut très bien faire une rencontre solo si on se retrouve solo. Hein. Par exemple, je vais essayer d'en trouver une. Évidemment, je vais la cacher, hein, ne vous inquiétez pas. Là, il n'y en a pas. Je vais en prendre une autre. Il n'y en a pas. Évidemment, je vais mettre un quart d'heure à en trouver une. Ok, j'en ai trouvé une. Évidemment, vous inquiétez pas, je la cache, il n'y aura pas de spoil. Voilà. Par exemple, sur cette carte-là, donc c'est une carte rencontre, nous avons récompense et butin. Toutes les récompenses sont gagnées par tous les joueurs participants à la rencontre. Donc là, par exemple, Larve gagnerait un point d'expérience et Arève gagnerait un point d'expérience. Par contre, les butins sont partagés parmi tous les joueurs de façon au choix des joueurs. Donc là, par exemple, pour l'exemple là où c'est marqué 3 nourritures, Arève pourrait très bien dire bon bah moi j'en prends 2, toi t'en prends une, ou inversement, vous voyez. Donc voilà, il faut bien faire la distinction entre récompense et butin. Donc récompense c'est chacun,
tout le monde en fait, et butin, c'est seulement partagé. Donc là, comme la vermine nous donne un butin, la nourriture est partagée entre larve et Arève. Donc eh ben, écoutez, Arève, ah, bah, vas-y, c'est moi qui ai fait le boulot, hop, je prends une nourriture. Ok. Ensuite, la rencontre évidemment est défaussée. Donc voilà comment ça se passe au niveau des rencontres. Alors je vous ai pas expliqué quand on fuit, vite fait, parce que c'est quand même important. On imagine, on prend une rencontre, donc vermine, et Arève joue, donc chacun pioche ses 3 cartes. D'accord. Et Arève n'a plus de points de vie. Je dis une connerie, hein, mais Arève, il est à 1 point de vie. D'accord. Et 2 d'énergie. Arève est comme ça, donc il est mal, mais obligatoirement, il était dans une rencontre, obligé, il était dans une rencontre. Là, il dit à son ami Larve, il dit, oh, Larve, fais gaffe, je suis quand même pas bien là, il me reste qu'un point de vie, si je prends un point de vie, je prends une carte, vous êtes mourant. Tu veux pas, je vais plutôt fuir le combat et puis je te laisse le taper, je te laisse le finir, je te laisse le tuer en gros. Donc Larve, il dit, ouais, ok, pas de souci. Donc là, toujours pareil, on est toujours dans le choix du personnage. Toujours dans le choix du personnage qui va commencer. Ils ont pioché leurs 3 cartes. Et puis on est toujours dans le choix du personnage qui va commencer à jouer et qui va pas jouer. D'accord. N'oubliez pas également que avant de choisir le personnage actif, vous avez le droit de faire un mulligan. Si par exemple les 3 cartes ne vous conviennent pas, vous avez le droit de défausser vos 3 cartes. Attention, c'est bien défausser et non remélanger. Donc il défausse ces 3 cartes pour en repiocher 2. Ok. Voilà, ça c'est un mulligan. Vous avez le droit encore de le refaire. Je défausse mes 2 cartes pour en repiocher une seule. Et quand il vous reste qu'une seule carte, vous ne pouvez plus le refaire. D'accord? Bon, là on s'en fout, c'était juste pour vous expliquer. Il faut bien comprendre que quand vous devez piocher dans votre deck et que celui-ci, vous ne pouvez pas piocher, en fait c'est comme si vous perdiez le combat. En fait, en gros, vous êtes épuisé et vous perdez le combat, donc vous faites perdre du combat. Vous faites vous faites perdre quoi, tout simplement. Ça, c'est quand vous devez piocher dans votre paquet et que vous n'en avez pas. On doit fuir le combat ou échouer la rencontre diplomatique. Donc, c'est-à-dire que si vous fuyez le combat, vous devez faire évidemment l'attaque d'opportunité, obligatoirement. Donc ça, c'est si vous ne pouvez pas piocher. Donc attention à les mulligans, parce que du coup, vu que vous défaussez vos cartes, vous en aurez moins durant la rencontre si elle dure longtemps. Si c'est un gros monstre ou peu importe. Donc là, Arève, il se dit, moi je commence à jouer en premier. Ok, on met le pion temps sur Arève. Et du coup, Arève, tiens, il a eu un repositionnement. Ce qui va permettre de fuir en ignorant l'attaque d'opportunité. Pourquoi? Parce que le problème, c'est que si il décide de fuir maintenant, il se prend une attaque d'opportunité. Qu'est-ce qui se passe? En termes d'attaque d'opportunité, le rat, il fait un repli. Donc le rat, il part. Donc si Arève, il dit, je fuis le combat. Attaque d'opportunité. Le monstre s'enfuit, boum, fin de la rencontre, et du coup, Larve ne pourra pas tuer, ne pourra pas manger, parce qu'il ne pourra pas tuer le rat, malheureusement. Vous voyez? Parce que là, c'est une attaque d'opportunité. Si l'attaque d'opportunité était autre chose, si l'attaque d'opportunité était autre chose, évidemment, qu'il se prendrait l'attaque d'opportunité, et voilà. Et du coup, Larve, en fait, continuerait le combat. Vous voyez, c'est ça en fait que je voulais vous montrer, c'est que quand il y en a un qui part du combat, l'autre reste pour continuer. Et du coup, ça peut être important de jouer des cartes pour aider le collègue avant de partir. Par exemple, il peut très bien dire, attends, je fais une attaque, hop, donc je lui mets 2 cubes, par exemple. Voilà, je mets 2 cubes, et après je vais jouer repositionnement, et après je m'enfuis. Pour s'enfuir, il faut payer 1 d'énergie obligatoirement. Et là, il dit, Larve, tu veux pas payer pour moi parce que j'ai plus d'énergie. Bon, ok, je paye pour toi. Allez, je dépense 1 d'énergie et tu fuis le combat. Du coup, il fuit le combat. Comme il fuit le combat, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il y a une attaque d'opportunité. Il y a une attaque d'opportunité qui est repli, donc le monstre s'enfuit. Mais il aurait pu avoir une attaque d'opportunité où il prend des dégâts. Comme là, il a joué repositionnement, c'est-à-dire qu'il a joué, vous fuyez le combat en ignorant l'attaque d'opportunité. Il ignore l'attaque d'opportunité et hop, il s'enfuit du combat, c'est-à-dire qu'il ne pourra plus jouer. Du coup, comme il s'enfuit du combat, automatiquement, on retourne à l'étape
choix du personnage actif parce qu'il est parti du combat. Et du coup là maintenant il reste l'arve, c'est l'arve qui prend la relève. Donc l'arve va pouvoir jouer, il va jouer ses cartes, tac 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 tac, ok. Ensuite réponse de l'ennemi, enfin contrôle pardon de capacité de combat, contrôle de victoire. Ok, j'ai gagné, il est HS, et du coup la nourriture reviendra qu'à l'arve évidemment. Et les récompenses ne reviendront qu'à l'arve puisque lui il est parti du combat. Lui il n'est plus là en fin de compte. Voilà. Et pareil, au prochain tour, du coup, lui, vu qu'il n'est plus là, si par exemple il joue une carte, je dis une bêtise, il joue une carte, la réponse, donc l'attaque de l'ennemi, ensuite, fin du tour, donc lui, il pioche une carte, évidemment, lui, il ne piochera pas de carte, il n'est plus là. Et après, hop, du nouveau choix du personnage, bah, ça sera l'arve, parce qu'il est tout seul, maintenant, il est tout seul dans la rencontre. Donc voilà. Donc ça, vous pouvez, je voulais vous montrer, donc bien faire attention quand, donc ça c'est gris, quand vous faites une rencontre, il y a très bien un joueur qui peut partir de la rencontre et du coup laisser les autres faire ce qu'ils ont envie. D'accord? Donc ça c'est important à prendre en considération parce qu'on verra qu'en diplomatie on ne peut pas le faire. Enfin, en diplomatie c'est différent parce qu'en diplomatie quand un personnage fuit, c'est tout le monde qui fuit. Et il peut pas, voilà, c'est tout le monde qui fuit. Ça, c'est la petite différence entre combat et diplomatie. Voilà, donc ça, on a vu un petit peu pour la rencontre combat, entre guillemets. Maintenant, on va essayer de voir, on va passer en revue les actions que l'on peut faire en groupe ou pas en groupe. Comment ça joue déjà? À chaque tour de rôle, chaque personnage doit jouer une action potentielle à chaque tour de rôle. Attention, c'est bien à chaque tour de rôle, hein. On n'a pas le droit de faire jouer 40 fois Arève et 0 fois l'arve. C'est interdit, c'est à tour de rôle. Il y a une exception à cette règle, la seule exception qui est autorisée, qui est écrite dans la FAQ officielle, c'est quand on voyage. Quand on voyage, on peut se déplacer plusieurs fois si tous les membres tous les personnages sont d'accord. Mais évidemment, ça sera occasionnellement et exceptionnellement, par exemple pour rejoindre un copain sur une case. Si par exemple on a l'arve qui se retrouve ici et Arève ici et qui veulent absolument faire la rencontre concave à deux, c'est-à-dire explorer à deux, bah, l'arve, si c'est à lui de jouer, il pourrait dire bon bah je dépense un d'énergie pour me déplacer, ok. Et il pourrait dire bon bah si tu es d'accord Arève, je me déplace, je fais un deuxième voyage pour te rejoindre, comme ça derrière on pourra faire la rencontre ensemble. Voilà, c'est le seul cas exceptionnel. Donc Arève dit oh bah vas-y je t'autorise. Donc là boum il revoyage une deuxième fois avant que Arève joue. Mais ça c'est la seule exception qui est autorisée. C'est pendant un voyage, on peut voyager 2 fois pour par exemple faire derrière une stratégie. Voilà. Par exemple pour faire une exploration à 2. On peut pas le faire. C'est bien écrit dans les FAQ que c'est par rapport à une stratégie de groupe. C'est pas par rapport. Donc par exemple, il pourrait pas faire ça et ça, parce que là, il y a aucune stratégie de groupe derrière. Ça amène à rien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, on peut pas. C'est vraiment par rapport à une stratégie de groupe, par exemple pour faire quelque chose à 2 sur une carte, ou pour rejoindre quelqu'un, ou pour activer un menhir, voilà, un truc comme ça, d'accord? Donc là, qu'est-ce qu'on peut faire donc du coup à 2? On va reprendre notre petite carte par rapport au voilà. Donc déjà on peut explorer. Donc là on imagine, hein, vu qu'il joue à tour de rôle, on imagine Arève, il commence à jouer. Donc je vais lui mettre un pion violet pour dire que c'est lui qui joue parce que sinon on ne sait pas. Surtout quand on joue solo, on sait pas, on se rappelle plus les actions. Parce qu'il faut savoir que quand on rejoint l'action de quelqu'un, ce n'est pas considéré comme notre action. D'accord? Donc c'est-à-dire que quand je rejoins l'action de quelqu'un, c'est pas comme si je faisais 2 actions consécutives. J'aurais pas joué, ok? Si là par exemple Arève, c'est lui qui commence à jouer et il dit bah écoute, moi je fais une exploration. Est-ce que tu veux venir avec moi? D'accord? Est-ce que tu veux la faire avec moi? Donc là déjà Arève va payer évidemment 1 d'énergie pour faire l'exploration. Est-ce que tu veux venir avec moi l'arve? Et l'arve il va dire bah ouais je viens avec toi, donc il va payer également 1 d'énergie. Pour une exploration, tous les membres qui veulent participer à l'exploration doivent payer 1 d'énergie. Tous. Par contre, on n'oublie pas, quelqu'un peut payer à sa place. Par exemple, il peut dire bah écoute, l'arve, je fais une exploration, donc lui il paye 1 pour son exploration. Est-ce que tu veux venir avec moi? Ouais, je veux venir, mais je suis un peu cric-crac en énergie. Oh bah t'inquiète, je paye pour toi. Allez hop, je redépense 1 d'énergie, je paye pour toi. Ok? Et donc du coup, Arève aura payé pour l'arve pour faire une exploration. Et du coup, ils font l'exploration à 2, ils vont faire leur choix à 2, et ils vont gagner les récompenses à 2.
Pareil, il y a faut faire attention par rapport au livre de le livre d'exploration, le journal d'exploration, c'est que les gains, faut faire attention. Quand il n'est pas mentionné gagner par exemple 1 de richesse par membre du groupe, bah, ça veut dire que c'est partagé. Par contre, quand c'est mentionné gagner 1 de richesse par membre de groupe, là, ça veut dire que c'est tout le monde gagne 1 de richesse. Par exemple, si c'est écrit gagner 1 de richesse et 1 d'objet, chaque membre du groupe reçoit un point d'expérience. Par exemple, c'est écrit comme ça. Ça veut dire en fait que le groupe reçoit 1 de richesse puis une carte objet qu'ils vont devoir partager. Donc par exemple, bah, tiens, moi je prends l'objet, ah, bah, moi je prends la richesse, par exemple. Et par contre, le point d'expérience, tout le monde va gagner le point d'expérience puisque c'est écrit, chaque membre du groupe va gagner un point d'expérience. Donc voilà, attention. Attention à choisir bien comme il faut les trucs. Sachant que généralement, tout ce qui est récompense, tout ça, c'est partagé équitablement, évidemment. Hein. Faut se mettre d'accord. Généralement, les joueurs doivent se mettre d'accord. Et aussi, on peut, dans le jeu, ils préconisent quand on joue à plusieurs, de faire appel à ce qu'ils appellent un chroniqueur. En gros, c'est quelqu'un qui va lire le livre, par exemple, et qui va proposer les choix aux joueurs. Voilà, quand on joue à plusieurs. Et si par exemple les joueurs n'arrivent pas à se mettre d'accord, bah, ça sera le chroniqueur qui va décider. Si vous avez décidé de jouer avec un chroniqueur, c'est pas obligatoire. Si vous avez décidé de jouer avec un chroniqueur, c'est un chroniqueur qui va décider. Si par exemple l'Arv gagne un objet et Arev gagne un objet, enfin il gagne un objet pour deux et que c'est Arev le chroniqueur, dans un premier temps ils essayent de se mettre d'accord. Bah tiens, moi je le veux. Ah non, moi je le veux aussi. Non, moi je le veux. N'oubliez pas que c'est quand même un jeu coop, hein, donc le but n'est pas de se taper dessus. S'ils n'arrivent pas à se mettre d'accord, le chroniqueur prendra la parole et dira bah écoute, c'est l'Arv qui prend l'objet. Et boum, c'est l'Arv qui prend l'objet. Et du coup, dans le cas où si c'est Arev le chroniqueur, bien évidemment, il va se donner son objet à lui. Et si jamais il n'y a pas de chroniqueur, et ben dans ce cas-là, vous prendrez la fiche, la petite lettre de chaque personnage. Et en fait, sur une lettre de chaque personnage, il y a un numéro ici. Et ce numéro-là correspond pour justement départager les inégalités. C'est-à-dire que là, Hailey, elle a 1, donc on donnerait par exemple le bouclier au plus petit numéro. Donc le plus petit numéro entre l'Arv et Arev, j'en sais rien. Je crois que c'est 3 et 2, mais je suis pas sûr. Donc le bouclier irait à l'Arv, ok? Voilà, mais le mieux c'est de s'entendre, ça reste un jeu coop évidemment. Donc ça c'est pour l'exploration. Par contre, il pouvait très bien, là c'est au tour d'Arev de jouer, Arev pouvait très bien faire l'exploration tout seul, même s'ils sont sur la même case, évidemment. Ça, c'est pour l'exploration. Ensuite, une fois qu'Arev a fait son exploration, bah lui, il a joué. Donc du coup, après, c'est au tour de l'Arv. Hop, donc je prends le petit token violet que je mets à l'Arv parce que c'est à l'Arv de faire maintenant son action puisque je vous rappelle que c'est à tour de rôle. L'Arv va décider de voyager, par exemple. Donc il veut voyager. Donc il dit ah bah tiens est-ce que bah écoutez moi les gars je vais faire un voyage et je vais aller à Conclave Calciné. Donc du coup il va payer 1 d'énergie pour voyager. Et là, Arev, il dit, ah, bah attends, ça m'intéresse de venir avec toi. Ah, ok, tu veux venir avec moi? Ouais, ok. Mais s'il veut venir avec lui, il faut également qu'il paye 1 pour voyager. D'accord? Donc là, il a le droit d'aller de l'accompagner. Par contre, il paye 1 d'énergie pour voyager. Et du coup, il voyage à 2. Il voyage à 2, ils voyagent en groupe, et ils arrivent tous les deux ici. Et ils doivent résoudre, du coup, tout ce qu'il y a à résoudre au moment où on arrive dans un lieu à 2. C'est-à-dire de mettre les cartes. Évidemment, là, je ne vais pas les mettre hein, pour pas spoil. Et de faire la rencontre automatique. On se souvient que l'éclair, c'est une rencontre automatique. De faire la rencontre automatique à 2. Et donc là, piocher une rencontre grise quand vous arrivez dans ce lieu. Donc, il piocherait une rencontre grise qui ferait à 2, tout simplement. D'accord? Voilà. Et pareil, hein, toujours même principe, l'Arv peut payer pour Arev s'il le souhaite. D'accord? Donc jusque là tout va bien. Pour le voyage, ça se passe comme ça. Une fois que l'Arv va jouer, après, c'est au tour d'Arev. Arev, il va dire, bah voilà, moi je vais... On imagine, ils sont partis du coup ici, pas là-bas. Ça sera plus simple. Arev, il va faire, bah écoute, ça me dirait bien de faire l'épreuve de combat. Il y a une épreuve de combat sur le lieu, la foire du guerrier. Comme on peut voir, il faut payer 4. Alors la petite nuance avec l'épreuve de combat par rapport aux autres capacités, aux autres actions de groupe, c'est que l'action
qui est faite sur les cartes est divisée à 2. En fait, elle est divisée par le nombre de joueurs. Donc là, s'ils veulent faire l'épreuve de combat, ils doivent payer 4 d'énergie. C'est pas 4 d'énergie chacun, c'est 4 d'énergie au total. Et après, vu qu'ils peuvent chacun payer comme ils veulent, ils s'arrangent comme ils veulent, qui paye quoi. Donc lui, il peut, ah bah attends, je paye 1, ah bah ok, moi je paye 3, 1, 2, 3, vous voyez. Et du coup, 4, boum, ils font l'épreuve de combat. Qu'est-ce qui se passe? Et ils doivent perdre un point de vie. Mais pareil, c'est pas tout le monde qui perd un point de vie. C'est un doit perdre un point de vie. Donc, il décide. Bah écoute, je suis plus haut, je vais perdre un point de vie. D'accord. Gagner un point d'expérience. Pareil, c'est pas tout le monde qui gagne un point d'expérience. Ils se partagent. Qui gagne le point d'expérience? Bon bah écoute, moi je le gagne le point d'expérience. Ok, super. Bah, vas-y. Et donc ça, c'est une fois par jour. Vous voyez? Donc quand on fait une action de lieu en groupe, on divise en 2 l'action. Et les gains sont également divisés. Donc si par exemple vous faites une chasse à 2, si par exemple vous récoltez de la nourriture au bosquet du chasseur, ici, vous devez payer donc 2 d'énergie, donc vous allez payer 1 chacun, par exemple, voilà, je paye 1, je paye 1. Et donc ça nous dit après, gagner 2 nourritures, donc du coup c'est pas 2 nourritures chacun, hein. Vous gagnez chacun du coup 1 de nourriture, donc chacun va prendre 1 de nourriture. Et après, il est indiqué piocher une rencontre verte. Et donc là, vous allez faire une rencontre verte à 2. Donc vous allez chasser en gros à 2 et vous allez faire votre rencontre verte à 2. Vous allez rentrer en combat à 2 comme je vous l'ai expliqué avant. D'accord? Donc voilà, attention par rapport aux actions de lieu, par rapport aux autres actions, c'est que les actions de lieu, c'est divisé par 2. Voilà, ça faut bien le coût en fait est divisé par 2 et tout le monde évidemment peut payer. Hein, évidemment. Donc bien faire attention à ça. Alors, oui, donc attention à ne pas vous mélanger aussi. C'est que quand vous gagnez de nourriture, c'est bien partagé. Hein. C'est pas 2 nourritures chacun, parce que sinon c'est de la triche quoi. Hein. On divise l'action de lieu et on divise également les gains aussi. Donc ça c'est pour l'action de lieu. Ensuite on va inspection du menhir. Bon bah ça c'est une action gratuite que tout le monde peut faire. Donc peu importe. Là du coup, lui il a joué parce qu'il a fait ça. Donc après, c'est à lui de jouer. Oh là, je fais un voyage. Ah, ok, tu fais un voyage. Bah, je dépense 1 pour me déplacer. Là, par exemple, il est là. Il est pas là, il est là. Je me déplace. Tu veux venir avec moi ou pas? Non, non, ça m'intéresse pas, je reste là. Ok, ça va. Donc, hop, voilà, il se sépare. Peu importe, on s'en fout. Ok. Donc voilà, c'est toujours bien. Tu veux venir avec moi ou pas? Bah non, j'ai plus d'énergie. Ah, mais je paye pour toi si tu veux. Oh bon, bah si tu payes, ok. Donc là, hop, ils payent et ils viennent tous les deux ici. Mais du coup, quand même, c'est l'arbre qui a joué. Donc après, l'arbre, c'est Arev, vous voyez. Et donc Arev va décider d'activer, par exemple, le menhir. Donc du coup, on va regarder. Mince, on peut pas l'activer. Bah c'est pas grave. On va regarder donc la carte pour activer le menhir. Vous inquiétez pas, je vais cacher le texte. Et là, ça nous dit quoi? Ça nous dit payer 2 d'énergie, payer 2 points de vie, payer 2 richesses et payer 2 magie par joueur pour activer un menhir. C'est bien par joueur, hein. C'est la totalité qui est à payer par joueur. C'est-à-dire, du coup, au total, ça ferait 4, 4, 4, 4 pour pouvoir réactiver le menhir. D'accord? Donc 4, 4, 4, 4 pour pouvoir activer les menhirs. Mais n'oubliez pas que vous avez le droit de payer pour quelqu'un d'autre. Si par exemple vous n'avez pas de magie. Parce que lui, sa force, c'est d'avoir sa compétence qu'on verra après, c'est justement d'avoir de la magie. Donc si lui, par exemple, il avait plus de magie à rêve et que lui, il en avait 4, il pourrait dire, ah bah c'est pas grave, je vais payer la magie pour toi. Donc il payerait 4 de magie. Ensuite, lui, il pourrait dire, bon bah moi je paye la nourriture pour toi. 4 de nourriture. Et l'énergie, bah attends, moi je paye l'énergie pour toi. Voilà. Et il paye 4 d'énergie. Voilà. Ok. Donc c'est bien une totalité qui est à payer et qui peut être payée par n'importe quel membre du groupe. N'oubliez pas ça. Donc ça peut être important en termes de stratégie de dire bah écoute Arev, il faut qu'on active le menhir, toi tu vas chercher la nourriture, ok. Bah écoute, moi je vais aller chercher les richesses. Voilà, par exemple. Comme ça, chacun va dans son coin, farmer ce qu'il a besoin, la richesse, la nourriture, et après vous rejoignez
et vous réactivez le menhir en disant bah voilà, moi je paye pour toi, moi je paye pour toi, etc. etc. D'accord? Donc voilà pour l'activation du menhir. Ensuite, on a quoi comme action? On a action de personnage, secret, objet. Ok. Donc en fait, la petite particularité quand on joue en groupe, c'est que chaque personnage évidemment a une action, de personnage. Comme là, à Rêve, il a une cueillette, gagner une nourriture. Si par exemple il décide de faire de la cueillette, donc de faire son action de joueur, il dit bah voilà, c'est à moi de jouer, bah écoute, moi je dépense 2 d'énergie pour faire ma cueillette. Et lui il dit ah, attends, bah moi ça m'intéresse de venir avec toi. Bon, même si là c'est pas intéressant, mais peu importe. Ah, ça m'intéresse de la faire aussi avec toi. Ok. Et il pourrait payer à la place de la rêve comme on a vu pour les autres actions, mais attention, la petite différence c'est comme c'est une action de compétence, lui obligatoirement il doit donner au moins minimum 1 d'énergie sur son action de personnage. Donc c'est-à-dire qu'on peut aider à payer, mais il faut toujours qu'il paye 1. Donc par exemple, s'il se retrouve ici, je dis une connerie, hein, et qu'il veut faire son action de cueillette, cueillette ça lui coûte 2 d'énergie, cueillette ça lui coûte 2 d'énergie, gagner de nourriture. Bon, seulement dans une communauté, hein, ok, on s'en fout, on en est dans une. Et il dit, bon bah mince, je voudrais bien faire ma cueillette parce qu'on n'a plus de nourriture, mais le problème, je veux pas payer 2 parce que je veux pas être épuisé. Et lui, il peut dire, bah c'est pas grave, je vais t'aider. Donc quand vous faites une action de personnage, vous pouvez aider à payer, tout le monde peut aider à payer, mais par contre, attention, lui, il est obligé au minimum de payer 1 d'énergie. Donc boum, il paye 1 d'énergie parce qu'évidemment, c'est son action. Et donc lui, il payerait la 2e énergie pour l'aider à payer, et pareil, il gagnerait une nourriture qui serait partagée. Donc là, à Rêve, je dirais, bah je prends la nourriture, d'accord? Donc c'est pas une nourriture chacun, évidemment. Et lui, pareil, s'il veut gagner de la magie, il pourrait dire, ah bah je veux faire mon action, gagner de la magie, bah attends, je t'aide, je te paye 1 d'énergie, et lui, il va devoir payer 1 d'énergie. Au minimum, il faut que celui qui a l'action, le personnage qui a son action, doit toujours payer 1 d'énergie au minimum. Et un personnage ne peut pas faire l'action d'un autre personnage si le personnage, c'est pas à lui de jouer déjà, et si il a plus d'énergie, hein, ce qui est logique. Si par exemple, lui, c'est à lui de jouer, et qu'il a masse énergie, il peut pas faire la cueillette de Rêve. D'accord? Il n'y a que le propre personnage qui peut faire son action. Donc, vu que là c'est autour de Larve, il ne peut pas faire la cueillette de la rêve. Il n'y a pas le droit. Il faudra qu'il attende que ce soit à Larve de jouer. Et Larve dira, bah je fais ma cueillette. Ok. Est-ce que tu peux m'aider à payer? Ok, je paye 1 d'énergie. Ok, moi je paye 1. Lui, il est obligé de payer au minimum 1 vu que c'est son action. Voilà pour les actions de personnage. Et ensuite, on passait, bon bah évidemment là c'est chacun passe quand il veut. Donc si par exemple lui il passe, bah après lui ça va être son tour, il va jouer et après ça va être encore son tour, il va jouer jusqu'à ce qu'il passe. Donc ça jusque là tout va bien. Je pense qu'en termes d'action, on a décrit à peu près toutes les actions possibles à faire en groupe. Voilà, donc pas se mélanger les pinceaux. Pour récapituler, à chaque fois que vous faites une action en groupe, chacun doit payer évidemment sa part, entre guillemets. Vous pouvez toujours payer pour quelqu'un. Voilà. Sauf les actions de personnage. Et pour les actions de lieu, c'est divisé par tous les membres du groupe. Et évidemment, les récompenses, c'est divisé également. Enfin, ce que vous devez faire, c'est également divisé. D'accord? Voilà. En gros, c'est ça le délire. Donc, ce qui peut être intéressant d'aller chasser par exemple à 2. Comme ça, vous pouvez faire une rencontre verte à 2 pour les combats. Voilà. On va juste voir vite fait, pour finir un petit peu cette vidéo-là en groupe, la diplomatie en groupe, comment ça se passe. Alors, on a évidemment, c'est notre première rencontre, hein, donc celle qui est utilisée pour le tuto, donc il n'y a pas de spoil. Hop là, donc. Comment ça se passe? Bah, c'est exactement comme le combat. C'est-à-dire que chacun, donc on active la carte, ensuite on regarde les traits de la carte, ben, il n'y en a pas. Et ensuite, chacun pioche 3 cartes. Alors attention quand même, quand vous jouez à plusieurs personnages, quand vous jouez à 4 personnages, je crois pas que c'est 3 cartes, je crois que c'est 2 cartes. Attention quand même, vérifier dans le livre de règles, mais il me semble que plus vous allez jouer de personnages, moins vous allez tirer de cartes. Donc là, à 2 personnages, on tire 3 cartes de diplo, mais il me semble qu'à 4 personnages, ou 3, c'est 2 cartes. Donc là, 3 cartes, chacun va tirer donc ces 3 cartes, lui il va tirer ces 3 cartes,
Et après, ça se passe un peu comme le combat, c'est pareil. Chacun, on va jouer à tour de rôle. La petite différence, c'est que quand vous allez fuir en groupe. Vous ne pouvez pas fuir comme sur le combat, chacun votre tour, interdit. Si par exemple, lui, c'est à lui de jouer et qui fuit, c'est tout le monde qui fuit et tout le monde résout la capacité échec de la carte. Donc là, comme c'est écrit récompense 1 de réputation, c'est tout le monde gagne 1 de réputation. Pourquoi? Parce que c'est une récompense, c'est pas un butin. Et donc là, l'échec, perdez 1 de réputation. Donc là, on imagine, si Arev commence à jouer en premier, donc on met un pion temps pour dire c'est lui qui joue en premier, voilà, il fait son délire, et là, il fait, ah bah je fuis le combat. Mais s'il fuit le combat, c'est tout le groupe qui fuit le combat. C'est pas seulement lui. Donc tout le monde fuit le combat, on met fin à la rencontre, et donc du coup, tout le monde perd 1 de réputation. C'est tout le monde qui perd 1 de réputation. C'est pas juste une personne. Tout le monde fait l'échec. Donc voilà la petite nuance entre les combats et la diplomatie. C'est que quand vous fuyez une diplomatie, c'est tout le monde qui fuit. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas rester seul à faire une diplomatie. Donc faites bien attention quand vous faites des rencontres, quand vous vous déplacez ou quand vous savez que vous allez faire une diplomatie, si vous voulez la faire en groupe, ou si vous voulez la faire solo, parce que si vous devez fuir, c'est tout le monde qui fuit. Et attention également, quand on fuit une rencontre, on ne paye pas d'énergie. Le combat, on paye 1 d'énergie pour fuir, alors que la diplomatie, on ne paye pas d'énergie. Voilà, on peut fuir à tout moment une diplomatie, mais on résout l'échec. Et tous les joueurs doivent résoudre l'échec. Voilà, c'est un petit peu la différence entre le combat et la diplomatie par rapport à la fuite. C'est ce que je voulais en gros vous dire. Pareil pour l'évitement, vous l'évitez en groupe évidemment. Par exemple, si ça vous demande une valeur quand vous évitez une diplomatie, on prend toujours la valeur la plus haute de tous les membres. Si par exemple là, c'était marqué éviter nécessite 5 de réputation, si lui il avait 0 et que lui il avait 5, du moment que lui il a 5, ça marche. Vous pouvez éviter la rencontre. Et si vous devez payer, pareil, bah, tout le monde peut payer ce qu'il a payé, quoi. Donc faut pas additionner. Si par exemple c'est marqué éviter 5 de rencontres, c'est pas 5 pour lui et 5 pour lui. Non, non, c'est 5 au total pour éviter, en groupe. Voilà. Voilà. Et si on n'arrive pas à décider si on évite ou pas la rencontre, on doit la résoudre évidemment. Donc c'est bien écrit, quand vous évitez, prenez toujours la valeur de réputation ou de caractéristique requise la plus haute, ne les additionnez pas. Le coût pour éviter ou en cas d'échec s'applique indépendant à chacun des membres des groupes. C'est ce que je vous disais. Donc ce qui nécessite c'est tout le monde. Par contre, quand on évite, tous les échecs sont faits à tous les membres du groupe. Pareil, si ça vous dit pour éviter, vous devez payer 1 de nourriture, bah, tous les membres du groupe doivent payer 1 de nourriture. Ok? Donc n'oubliez pas ça par rapport à la diplomatie. Donc c'est un petit peu ce qui change par rapport à la diplomatie. On me demande souvent également comment ça marche quand on évite évidemment une rencontre. Bon là, il n'y a pas d'évitement, mais comment exactement le tour exact en fait d'un tour de diplomatie. Ça c'est marrant. Ouais, c'est marrant, ça voilà. Donc le tour exact de diplomatie, comment ça se passe? C'est en premier, on pioche une carte rencontre, puisqu'on est en diplomatie. Ok, jusque là, tout va bien. Ensuite, la deuxième chose à faire, c'est vérifier le stuff de tous les personnages. Parce que quand vous êtes en rencontre, vous allez avoir du stuff ou pas, que vous allez pouvoir utiliser ou pas. Donc chaque personnage va vérifier le stuff qu'il veut utiliser durant la rencontre. Alors vous allez me dire, ouais, mais ça sert à quoi? Bah, en fait, des fois, il y a des monstres qui détruisent votre équipement. Donc peut-être que si vous avez une arme, je sais pas, si par exemple vous avez une épée, ben, si le monstre vous détruit votre épée, ben, peut-être que pendant cette rencontre-là, vous voulez pas utiliser votre épée pour pas qu'il vous la détruise. Donc du coup, vous allez dire à cette étape-là de la rencontre, bah non, je n'utilise pas mon épée sur cette rencontre, ce qui fait que vous ne pourrez pas la jouer, vous allez la retourner, vous ne pourrez pas la jouer sur cette rencontre, ce qui fait qu'il vous la détruira pas. Donc ça, c'est le choix à faire, pareil en combat. On vérifie évidemment l'équipement. Ensuite,
c'est là qu'intervient l'évitement. Avant de piocher les cartes, on doit d'abord dire est-ce qu'on évite ou est-ce qu'on n'évite pas la rencontre. C'est toujours avant de piocher les cartes. C'est bien indiqué dans le livre de règles. C'est indiqué que dès qu'on pioche les cartes, la rencontre commence. Et dès que la rencontre commence, on ne peut plus éviter. Voilà. L'évitement se fait avant de piocher les cartes. Donc là, on décide si on veut éviter ou pas. On veut éviter, ben je sais pas, il y a quand même un de nourriture à donner. Ouais, c'est vrai que c'est cher, un de nourriture à donner chacun. Bon bah écoute, on n'évite pas. Ok, on n'évite pas. Ensuite, on pioche les 3 cartes et après, on active le personnage au choix en premier. Bah vas-y, je commence. Ok, commence. Voilà. Ah bah attends, en fait, on va pas y arriver, on fuit. Ouais, bah allez, on fuit, ouais. Et hop, vous pouvez fuir à n'importe quel moment. On fait évidemment perdre pour tous les membres du groupe. Ok, donc ça, voilà exactement comment ça se passe pour, pour l'évitement d'une carte rencontre. Il n'y a pas d'évitement en combat, hein, évidemment, vous l'aurez bien compris. Je pense avoir fait le tour un petit peu de tout. Évidemment, et après, il y a des règles qui viennent en plus s'ajouter. Par exemple, quand on nous demande de retirer des cubes et que le potentiel de dégâts est négatif, du coup, il faut défausser des cartes de sa main. Voilà, ça, c'est des règles vraiment spécifiques. Évidemment, je vous conseille de... En fait, cette vidéo, c'est un plus par rapport à la lecture de règles. Hein, des fois, on comprend pas tout, mais c'est un plus et c'est comment on joue. Donc là, par exemple, pour faire un tour vite fait de jeu, on a dit qu'on faisait quand même un tour de jeu. Donc on réduit le menhir de 1. Hop, je le réduis de 1. On pioche une carte événement. Donc on a pioché la carte événement. Voilà, elle nous dit quoi? Elle nous dit... Voilà, elle nous dit beau temps par exemple. Votre premier voyage coûte 1 de moins. Ok, beau temps, très bien. Qui va commencer à jouer? Ben... Qu'est-ce que tu vas faire toi l'arbre? Bah je sais pas, moi ça m'intéresse d'aller à la lame. Ah ouais, bah moi j'aimerais bien aller chercher la nourriture. Ouais bah vas-y, au pire je peux aller avec toi, comme ça on fait la rencontre ensemble. Bon bah ok, on y va ensemble. Bon bah écoute, je commence à jouer. Donc c'est Aref qui commence à jouer. Bah, je décide de faire un voyage. Donc du coup tu veux venir avec moi? Ouais bah ouais, je viens avec toi. Bon bah du coup on paye chacun un d'énergie. Hop, lui il paye un d'énergie, lui il paye un d'énergie. Mais attention, avec le beau temps, le premier voyage coûte 1 de moins. Donc du coup, il y en a un des deux qui ne va pas payer d'énergie. On fait quoi? C'est toi qui paye pas d'énergie? Ouais, vas-y, c'est moi, je paye pas. Ok, tu payes pas, grâce à beau temps, on paye pas. Le premier voyage coûte 1 de moins. C'est pas. Et attention, c'est pas le premier voyage de chacun. Hein. C'est le premier voyage durant durant votre journée. D'accord? Donc bien faire attention à ça. Donc là, le premier voyage coûte 1 de moins, donc du coup, il y a que Aref qui a payé. Hop, et du coup, les deux se déplacent au bosquet des chasseurs, par exemple. Ce qui leur permettrait après de débloquer les lieux. Il n'y a pas de truc automatique. Ok. Un rêve à jouer, du coup, ça serait du coup après à l'arve. Bah écoute, moi ça m'intéresse de faire l'action de lieu. Mais le mieux c'est qu'on la fasse à deux, parce que comme ça on est en rencontre de combat après, on peut la faire à deux. Ouais, bah ok, un rêve, ouais, on va la faire, on va la faire à deux. Bon bah ok, on fait l'action de lieu. Donc lui décide de faire l'action de lieu, et du coup ça coûte 2. Il pourrait très bien payer les deux et quand même faire la rencontre tout seul. Mais là du coup, ah bah attends, on se partage le coup. Ouais, on se partage le coup. Bon bah je paye 1, bon bah moi aussi je paye 1. Ok. Du coup, gagner 2 de nourriture. Bon, bah on gagne chacun. Bah oui, on gagne chacun. On va gagner chacun de nourriture. Ok, bon, on gagne un de nourriture chacun. Et ensuite, on prend une rencontre verte et on fait la rencontre à 2. Fin de la rencontre, on gagne une nourriture. Tu la prends ou je la prends? Ben, je sais pas, comme tu veux. Bah écoute, je vais la prendre. Ok, je la prends la nourriture. Ok, bon bah voilà, moi j'ai joué, j'ai fait mon action de chasser, c'est à toi de jouer. Ok, bah écoute, moi, bah si tu veux, je rechasse. Ah bah moi ça m'intéresse pas, j'aimerais mieux partir. Bon bah je chasse tout seul. Bon bah ok, je chasse tout seul. Bon bah ok, je paye 2, je chasse, je gagne 2 de nourriture. Je gagne 2 de nourriture et je chasse tout seul, donc je fais une rencontre tout seul. Et donc mon butin sera gagné tout seul. Donc lui il a joué, donc après c'est à l'arbre. Bah écoute, moi je me déplace. Ok, tu veux venir avec moi? Non, non, moi je reste là, je vais continuer à chasser. Ok, bah écoute, moi j'y vais tout seul. Hop là, et je me déplace. Après, lui il a joué, après c'est un rêve. Bah écoute, j'ai fini de chasser, bon je vais venir te rejoindre. Donc je paye 1 d'énergie, je me déplace. Ok, bah moi j'ai fait mon action, c'est à toi, d'accord. Bah écoute, moi je vais explorer, ça t'intéresse de le faire avec moi? Ah ouais, mais j'ai pratiquement plus d'énergie, je voudrais pas passer à 0 parce que je voulais pas manger ce tour-là. Et je veux pas perdre de points de vie. Bah c'est pas grave, je paye pour toi. Bon bah ok. Bon bah on explore à 2, donc je te paye pour toi, donc 1, 2. Et allez, on explore à 2.
Ok, donc voilà comment ça se joue. Bah écoute, moi je passe. Ouais, ben moi je passe. Bah ouais, moi aussi je passe. Ok. Crépuscule. Est-ce que vous mangez ou pas? Bah ouais, moi je mange. Bah ouais, moi je mange. Ou alors, à tout moment, oubliez pas, on peut s'échanger. Ah bah mince, au crépuscule, je pourrais pas manger. Bon, ah, bah c'est pas grave, vu qu'on est sur la même case, je peux te donner de la nourriture. Bah attends, je vais t'en donner 4. Ah ok, super cool, merci. Euh, Bah écoute, moi j'ai pas mal de richesses, toi t'en veux? Bah je sais pas trop si ça va me servir. Bah prends-en une, voilà, c'est pas grave. Ok, bah je la prends. Voilà en gros. Et puis après crépuscule, bon bah moi je mange. Ouais bah moi aussi du coup. Hop. Bon bah voilà, vu qu'on a mangé, on gagne un point d'XP, on perd un machin. Ok, bon c'est ok. Après, on fait les rêves. Et quand on fait les rêves, on fait les rêves ensemble sur la case. Donc là, par exemple, il y a le rêve au village de Quanache. Donc c'est les deux joueurs qui font le rêve ensemble. C'est pas chacun lit le rêve, hein. C'est les deux joueurs font le rêve ensemble et appliquent les conséquences ensemble. Si par contre lui il était là et lui il était là, évidemment que le rêve n'est pas le même. Donc lui il va d'abord faire son rêve et après lui va faire son rêve. Voilà. Ok? Donc voilà un petit peu comment ça se joue en multi. Donc c'était vraiment une vidéo en plus de la première vidéo, hein. Je vous conseille quand même de regarder la première vidéo et pas de regarder que celle-là parce qu'il y a des choses que j'ai pas dit dans celle-là qui sont dans l'autre vidéo. Là j'ai été un petit peu plus superficiel, un peu plus rapidement pour vraiment expliquer que pratiquement les actions en multijoueur. Donc n'oubliez pas, tout ce que j'ai dit évidemment, vous pouvez retrouver soit dans le livre de règles, soit dans les FAQ officiels. N'hésitez pas à demander dans les commentaires, je vous pourrai faire parvenir. Et si vous avez un doute sur une règle ou si j'ai dit une bêtise, il est possible, je revérifierai et je vous donnerai la règle dans les commentaires. Voilà. Ah, il n'y a qu'un truc que je n'ai pas dit. Par exemple, si lui, il est ici, ça c'est pareil, c'est dans les FAQ. Si par exemple il est ici et qu'il se déplace, d'accord? Il se déplace, du coup, il doit résoudre une rencontre grise parce qu'on imagine ça n'a pas été fait. Hein, ça c'est le tour d'avant, le jour d'avant, donc ça n'a pas été fait ce jour-là. Du coup, il doit résoudre une rencontre grise. La question c'est est-ce que lui peut participer à la rencontre vu qu'il était déjà sur la case? La réponse est oui. Il a le droit de participer à la rencontre vu qu'il est déjà sur la case. Évidemment, s'il est là, il ne peut pas participer à la rencontre, hein, vous le rêvez, c'est bien logique. Mais s'il est là, dans la FAQ, c'est bien indiqué que oui, il a le droit de participer à la rencontre pour, par exemple, l'aider. Même, voilà. D'accord? Donc, si par exemple, le premier jour, lui, il vient là, il fait une rencontre grise, voilà. Fin du jour, donc crépuscule, machin. Nouveau jour, on est réduit le menhir, machin, machin. Lui, il décide de faire un voyage. Il fait un voyage. Et là, du coup, comme lui, il est déjà sur la case, il a le droit de participer à la rencontre avec son copain. Il n'est pas obligé, mais il a le droit. D'accord? Ok, donc voilà, c'était juste ça que je vous ai pas dit, donc ça c'est bien écrit dans les FAQ. Je pense avoir fait le tour des actions en multi. Après que ça soit 3 ou 4 joueurs, c'est exactement la même chose, hein, il n'y a pas de différence. Donc bien penser que vous pouvez payer toujours pour vos collègues. Bon, attention, bien faire à cette nuance, c'est très important. C'est que quand vous n'êtes pas en rencontre, vous pouvez payer pour vos collègues nourriture, richesse, énergie, quand vous n'êtes pas en rencontre. Et quand vous êtes en rencontre, c'est seulement l'énergie et la magie, simplement. D'accord? Donc attention bien ça. Et pareil, quand vous n'êtes pas en rencontre, vous pouvez échanger nourriture, richesse, objet à tout moment. Par contre, dès que vous êtes en rencontre, vous ne pouvez pas échanger magie. Quand vous êtes en rencontre, pardon, vous ne pouvez plus échanger. Donc voilà la petite nuance. À bien faire attention. Sinon le reste, ouais attention par contre aussi aux secrets. Il y a des secrets on ne peut pas échanger, c'est ce qu'on appelle des secrets personnels qu'on ne peut pas échanger. Sinon les secrets peuvent être échangeables, sauf évidemment les personnels. Sinon il n'y a rien de plus, je pense pas. Je vérifie quand même un petit coup dans le livre de règles si j'ai rien oublié. Donc à tout moment les membres du groupe peuvent s'échanger de la nourriture et de la richesse, c'est ce que je vous ai dit. Du moment que le groupe n'est pas impliqué dans une rencontre, c'est exactement ça. Voilà, bah c'est tout après. Je vérifie, mais après, ouais, il n'y a pas de...
Pareil, ouais, donc ça j'ai pas dit, mais une fois que une action est lancée, vous ne pouvez plus la rejoindre, hein, évidemment. Évidemment. Si par exemple là, il commence le combat et qu'il joue 2-3 cartes, vous pouvez pas dire après, bah attends, je viens avec toi en combat. Bah non, ok. Donc je pense avoir fait le tour, je pense pas avoir dit trop de bêtises. Donc voilà une petite vidéo qu'on m'avait demandé par rapport au player en plus, par rapport aux petites divergences entre le mode solo. J'espère que ça vous aura plu. Ça a pris quand même 1 heure. Je voulais pas faire une vidéo trop longue, désolé. Il n'y a pas eu de boom dans cette vidéo, et non, désolé pour ceux qui voulaient m'entendre boom. Si, je crois que j'en ai dit un, mais c'est tout. Et en tout cas, prenez soin de vous, super important de prendre soin de vous. Et également, jouez à vos jeux, super important. Et n'oubliez pas la petite surprise qui sera faite sur l'école du jeu. Donc je vous mets le lien en description, il y aura une surprise sur l'école du jeu. Je peux pas vous en dire plus, mais bientôt, je crois que c'est samedi ou vendredi, n'hésitez pas à suivre l'école du jeu. Une petite surprise par rapport à la chaîne ludiquement solo. Donc n'hésitez pas à aller voir de temps en temps quand JP poste des vidéos. Mais voilà, je peux pas en dire plus, mais franchement une surprise de taille, je vous l'annonce. Donc n'hésitez pas à aller voir la vidéo sur l'école du jeu. En attendant, je vous remercie. N'hésitez pas également à aller voir ma petite campagne de Tainting Grail. On est au chapitre 6. Et ne vous inquiétez pas pour les spoilers, je peux vous assurer qu'il y a tellement de trucs à faire que vous allez d'ici là oublier ou même pas rejouer. Et donc voilà, j'espère qu'en tout cas que ça vous aura plu. Si jamais il y a des problèmes de règles que j'aurais dit, que vous n'êtes pas d'accord ou que je me suis trompé, c'est possible. Ne m'agressez pas, ne vous inquiétez pas. On pourra en discuter dans les commentaires calmement avec la FAQ ou les règles, parce qu'il y a souvent des règles qui divergent par rapport à la compréhension. Par exemple, la règle, je parle de cette règle-là parce que ça diverge souvent, où il y a beaucoup de conversations sur BGG. La règle pour l'évitement, voilà, l'évitement en fait, parce qu'en fait dans le livre de règles, c'est mal écrit, et donc du coup les gens ils comprennent pas trop que l'évitement se font avant le tirage de cartes. Il y en a qui se disent non, on a le droit de tirer nos cartes avant d'éviter. Et en fait, si vraiment on lit les règles comme il faut, c'est interdit. Voilà. Enfin, c'est pas interdit, mais faut le faire après. C'est juste que c'est mal formulé dans le livre de règles. Mais si vous prenez le livre de règles anglais, ça aide pas mal. Et puis n'hésitez pas aussi à aller voir sur BGG. Je poste souvent pour les règles. Souvent, ouais. Donc n'hésitez pas à aller voir sur BGG pour avoir également des réponses. Voilà. En tout cas, je vous remercie. Donc prenez soin de vous et jouez à vos jeux. Et on se retrouve très bientôt pour la suite de la campagne et pour la surprise sur l'école du jeu. Allez, à plus tout le monde!